Quelque chose vient de se produire en mer Noire, quelque chose qui pourrait briser de façon permanente les fondations de l'une des réalisations militaires les plus précieuses de Vladimir Poutine, et les répercussions se font sentir jusque dans les murs du Kremlin. L'Ukraine a fait quelque chose de si calculé, de si méthodique et de si chirurgicalement précis qu'elle a laissé des dizaines de milliers de soldats russes coincés, privés de carburant et de plus en plus coupés du continent dont ils dépendent pour survivre. Ce que nous voyons se dérouler en ce moment n'est pas un seul moment spectaculaire sur le champ de bataille. C'est le résultat d'une stratégie de plusieurs années qui atteint enfin sa phase la plus dévastatrice et les conséquences pourraient être irréversibles. Pour comprendre à quel point ce moment est important, il faut revenir à 2014. Quand Poutine a saisi la Crimée en seulement 4 semaines, il n'a pas seulement pris un morceau de territoire, il a pris ce qu'il croyait être un joyau stratégique permanent. Il l'a appelé un porte-avions insubmersible. Il croyait que l'Ukraine ne développerait jamais la capacité militaire nécessaire pour contester cette annexion. Et avec cette confiance bien ancrée, il a transformé la Crimée en moteur de 2 des objectifs régionaux les plus critiques de la Russie. Le premier était la domination de la mer Noire. Celui qui détient la Crimée contrôle la mer Noire, projette sa puissance profondément en Méditerranée et atteint les corridors énergétiques environnants. Le deuxième était le sud de l'Ukraine. Poutine a utilisé la Crimée à la fois comme plateforme de lancement pour des frappes contre le territoire ukrainien et comme artère d'approvisionnement stratégique passant directement par le pont de Kertch. Tout son calcul reposait sur une seule hypothèse. Tant que l'Ukraine resterait militairement faible, la Crimée resterait russe pour toujours. L'Ukraine a brisé ce calcul. Mais elle ne l'a pas fait du jour au lendemain et elle ne l'a pas fait de façon imprudente. Elle l'a fait par une stratégie chirurgicale patiente et progressive qui se construit depuis 2022. Des navires de guerre ont été coulés à Sébastopol, des systèmes de défense aérienne ont été détruits, le pont de Kertch a été frappé 3 fois. En 2023, l'opération Crab Trap a frappé le quartier général de la flotte de la mer Noire et tué plus de 30 officiers supérieurs. Des réseaux de partisans opérant depuis l'intérieur de la Crimée ont transmis des renseignements critiques alimentant les systèmes de ciblage ukrainiens avec de l'information en temps réel. La pression s'est accumulée à un niveau si extrême que la Russie a finalement été forcée de déplacer la majeure partie de sa flotte de la mer Noire de Sébastopol jusqu'à Novorossiysk, reculant de fait de la péninsule même que Poutine avait déclarée sienne pour toujours. Puis sont arrivés avril et mai 2026. Et cette stratégie est entrée dans ce qu'on peut décrire que comme sa phase finale et la plus dévastatrice. L'Ukraine a frappé la raffinerie de Tuapse 4 fois en seulement 6 jours. Elle a coulé le dernier traversier ferroviaire traversant le détroit de Kertch. Elle a détruit 2 grands navires de débarquement russes. Elle a démoli des dépôts de munitions le long du corridor terrestre critique reliant la Russie à la Crimée. Elle a mis hors service des pétroliers de la flotte fantôme utilisée pour déplacer discrètement du pétrole. Chacune de ces frappes visait une ligne de vie. Chacune était délibérée. Et l'effet cumulatif, c'est que 60 000 soldats russes se trouvent maintenant en Crimée avec des réserves de carburant qui diminuent, des routes d'approvisionnement brisées et aucun chemin clair pour être ravitaillé. Le lieutenant général américain à la retraite Ben Hodge affirme depuis des années que la Crimée est le terrain décisif de cette guerre. Il est peu être en train de voir son analyse devenir réalité en temps réel. La libération totale de la Crimée a peu être commencée, et pour comprendre le geste le plus critique de toute cette stratégie, il faut comprendre ce qu'était réellement Tuapse et pourquoi sa destruction a tout changé. La raffinerie de Tuapse, propriété de Rosneft, avait une capacité annuelle de traitement du pétrole brut d'environ 12 millions de tonnes. Elle produisait du nafta, du diesel, du mazout et des carburants Euro 5 qu'elle exportait directement par pétrolier à travers la mer Noire. Elle se trouvait sur la côte sud de la Russie et servait de source de carburant la plus proche, la plus rapide et la plus efficace pour la Crimée comme pour la flotte de la mer Noire.
c'était pas seulement une raffinerie. C'était l'artère principale qui livrait le sang vital de la promesse de Poutine de soutenir la péninsule. Le 6 avril, le 20 avril, le 28 avril et finalement le 1er mai, l'Ukraine a lancé des frappes de précision contre cette même installation 4 fois de suite. La constance et la précision de ces frappes étaient extraordinaires. La troisième frappe a provoqué une réaction rare et plutôt révélatrice de Poutine lui-même. Il a déclaré publiquement que les frappes de drones ukrainiennes touchaient des infrastructures civiles. L'ironie de cette déclaration n'a échappé à personne qui suivait la situation. La Russie avait systématiquement bombardé les centrales électriques ukrainiennes, les stations de chauffage thermique, les hôpitaux et les quartiers résidentiels pendant toute la guerre. Mais l'Ukraine ne frappait pas des infrastructures civiles. Elle ciblait le pétrole qui finance la machine de guerre russe. Elle ciblait le flux de revenus qui permet aux troupes russes de rester armées, ravitaillées en carburant et capables de combattre. Et au centre de ce flux de revenus se trouvait Tuapse. Au moment de la frappe finale, la station de pompage, déjà endommagée, a brûlé complètement. Les transferts logistiques internes dans l'installation ont été perturbés au-delà de toute réparation immédiate. Les images satellites ont confirmé la destruction des 4 grands réservoirs de stockage. Tuapse est maintenant complètement hors service. La production est à zéro. Et le détail le plus frappant de tous, c'est que ces 4 frappes ont eu lieu avec presque aucune interception réussie. Les batteries russes S-400, les systèmes Pancir-S 1 et le réseau de défense aérienne multicouche, le long de sa côte sud, n'ont pas pu empêcher les drones ukrainiens d'atteindre et de détruire l'une de ces infrastructures les plus critiques. La défense aérienne a échoué à répétition, et cet échec n'était pas isolé. Parce que lorsque Tuapse est tombée hors service, elle n'a pas seulement éliminé une raffinerie, elle a coupé la ligne de vie de la Crimée. La péninsule n'a pas de raffinerie de pétrole à elle. Elle n'a pas de production nationale de carburant. Plus de 90% des besoins en carburant de la population de Crimée, qui compte 2,5 millions de personnes, provenaient du continent russe via le détroit de Kertch. Les 2 sources les plus critiques de cette chaîne étaient les raffineries de Tuapse et de Novorossiysk. Le carburant transformé était transporté par pétrolier vers Kertch, Féodosia et Sébastopol. Tuapse était le nœud le plus critique de cette chaîne parce que elle était la plus proche, qu'elle offrait la route maritime la plus rapide et qu'elle couvrait une partie importante des besoins en carburant de la flotte de la mer Noire. Ce lien est maintenant rompu et les signes d'alerte étaient déjà visibles avant l'effondrement final. Même à la fin de 2025 et jusqu'en mars 2026, de graves pénuries de carburant se produisaient partout en Crimée, à Simferopol, Yalta, Alouchta et dans les régions orientales de la péninsule. L'essence AI-95 et le diesel étaient tout simplement indisponibles dans de nombreuses stations-service. Les affiches indiquaient aucun. Pas seulement épuisé pour aujourd'hui, mais aucun carburant disponible, avec des limites d'achat et des avertissements de rationnement affichés aux pompes. Des rapports ont fait état de carburant vendu à l'arrière de camions sur les marchés noirs à des prix follement gonflés. Et surtout, tout cela se produisait alors que Tuapse fonctionnait encore, quand l'artère principale coulait encore. Maintenant qu'elle a été détruite, l'ampleur de la crise qui suivra n'est pas difficile à imaginer. Mais aussi grave que soit la crise civile du carburant, c'est dans la dimension militaire de cet effondrement que se déroule la véritable catastrophe stratégique. On estime que 60 000 soldats russes ou plus sont stationnés à travers la Crimée. Cette force génère une demande énorme et constante en carburant. Les chars ont besoin de diesel, les hélicoptères ont besoin de carburant d'aviation. Les systèmes d'artillerie ont besoin de carburant de transport. Chaque véhicule blindé, chaque camion de ravitaillement, chaque lanceur mobile qui circule dans la péninsule dépend d'un approvisionnement continu depuis le continent. Et l'Ukraine a maintenant ciblé chacune des artères qui alimentent cette chaîne de ravitaillement. La frappe contre le dépôt de carburant de Féodosia a été particulièrement dommageable. Ce dépôt servait de l'un des principaux points de distribution pompant du carburant vers les unités russes positionnées sur le front sud.
Le pont de Kertch, déjà endommagé lors de frappes précédentes, n'est plus utilisé pour le transport militaire lourd. Le dernier traversier ferroviaire traversant le détroit, le Slavianin, a été mis hors service par des drones ukrainiens dans la nuit du 5 avril. Ces traversiers transportaient de l'équipement militaire et des munitions vers la Crimée par voie maritime. Ils ont maintenant disparu. Selon une déclaration du mouvement partisan russe Atesh, le 29 avril, les forces russes dans le sud de l'Ukraine faisaient déjà face à une crise du carburant grandissante et de plus en plus grave. Un soldat russe a décrit la situation en des mots qui devraient alarmer les planificateurs du Kremlin. L'équipement est immobilisé, nous n'allons nulle part, les commandants ont ordonné un rationnement strict. Ils disent que le carburant arrivera, mais personne ne sait quand. Les analystes logistiques estiment que la disponibilité du carburant pour véhicules sur le front sud pourrait chuter de 20 à 30%. Cela signifie une réduction directe de la portée opérationnelle des véhicules blindés. Cela signifie aussi l'incapacité de repositionner les forces défensives et des opérations d'évacuation et de ravitaillement fortement ralenties. La flotte de la mer Noire subit aussi la pression. Les infrastructures de ravitaillement à Sébastopol et Féodosia ont été frappées. Et le 3 mai, le président Zelensky a encore fait monter la situation d'un cran lorsque l'Ukraine a frappé 2 pétroliers appartenant à la flotte pétrolière fantôme de la Russie avec des drones navals à l'entrée du port Novorossiysk. Selon les propres mots de Zelensky, les capacités ukrainiennes de longue portée continueront d'être développées de manière complète en mer, dans les airs et sur terre. Revenons à ce qui se passe sur le terrain. Chaque artère qui alimente la Crimée est coupée de façon systématique et simultanée. Tuapse est hors service. Le dépôt de Féodosia a été frappé. 2 pétroliers de la flotte fantôme sont hors service. Le dernier traversier de Kertch a été neutralisé et Novorossiysk lui-même n'est plus sûr. En mars 2026, l'Ukraine a frappé ce port avec plus de 200 drones en une seule opération et a coulé le dragueur de mines Valentin Picule. La portée des capacités de frappe de l'Ukraine s'est considérablement élargie. En 2022, les armes ukrainiennes de longue portée pouvaient atteindre des cibles à un maximum d'environ 650 km. En 2026, cette portée est passée à environ 1750 km, soit presque le triple en seulement 4 ans. Quand la Russie déplace des actifs pour protéger un port, l'Ukraine en frappe un autre. Cette pression constante épuise les ressources de défense aérienne de la Russie à un rythme accéléré. La Russie perd environ 40 à 50 unités critiques de défense aérienne chaque mois. Dans la nuit du 20 avril, les forces ukrainiennes ont frappé 2 des plus grands navires de débarquement russes stationnés dans la baie de Sébastopol. Le Yamal, un navire du projet 775, avait la capacité de transporter 500 tonnes de véhicules blindés et de troupes. Le Nikolai Filchenkov était encore plus grand, avec une capacité de 1000 tonnes. C'était pas de petits navires. C'était des actifs sérieux de transport militaire et ils ont maintenant disparu. Pendant une campagne d'1 semaine en avril, 3 dépôts de munitions, 3 entrepôts d'approvisionnement et 2 centres logistiques ont été frappés le long du corridor terrestre reliant le continent russe à la Crimée. Les points de jonction coordonnant le flux de matériel vers la péninsule ont été mis hors service un par un. Le corridor terrestre est sous pression constante des frappes ukrainiennes. Le pont de Kertch lui-même, déjà endommagé, n'est pas utilisé pour le transport lourd et le général Hodges est sans ambiguïté quant à son avenir. Ce pont finira par être détruit. Les commandants du Kremlin tentent de rediriger l'approvisionnement par Kherson et par le corridor du Donbass. Mais ces routes passent beaucoup plus près des lignes de front où les drones ukrainiens opèrent continuellement. Repérer et frapper tout convoi se dirigeant vers la Crimée devient plus facile, pas plus difficile. La Crimée est isolée de la mer, de la terre et du rail, et les conséquences dépassent le seul domaine militaire. Les dommages environnementaux causés par les frappes contre Tuapse sont aussi profonds. La raffinerie se trouvait le long de l'un des tronçons les plus pittoresques de la côte russe de la mer Noire, une région que les Russes appellent leur Riviera. Chaque été, des centaines de milliers de touristes russes se rendaient dans les stations balnéaires de cette côte. Maintenant, ces plages sont couvertes de pétrole noir. Les écologistes estiment qu'entre 300 et 350 tonnes de produits pétroliers se sont déjà mélangés à la mer et au sol environnant.
Les images satellites ont détecté une nappe de pétrole s'étendant sur 7 km en eau libre. Cette nappe se déplace vers le nord, plaçant les villes balnéaires d'Agoy, Nebug et Holguinka à risque direct. La fumée des incendies a atteint Sochi et Anapa. Et le bord de la nappe de pétrole qui s'étend se trouve maintenant à seulement 30 km du palais personnel de Poutine au Cap Idokopa. Le scientifique et développeur de l'agent neurotoxique Novichok, Vilmir Zayanov, a averti que ces fumées ne sont pas inoffensives. Elles transportent la mort sous forme de composés polyaromatiques. Malgré tout cela, le gouverneur de Krasnodar, Kondratiev, a décrit les incendies de Tuapse comme des flambées locales et a publiquement invité les touristes à visiter la région. L'écart entre ce que le gouvernement russe dit à ses citoyens et ce qui se passe réellement sur cette côte est, à ce stade, stupéfiant. L'incapacité de la Russie à protéger sa propre côte sud et ses infrastructures pétrolières critiques se fait aussi sentir bien au-delà de la mer Noire. Tuapse est une raffinerie, mais sa destruction a exposé des lignes de faille à travers tout le système russe d'exportation énergétique. La production totale des raffineries russes est tombée à 4-7 millions de barils par jour, le plus bas niveau enregistré en 17 ans. Les exportations de produits raffinés, y compris le diesel et le mazout, ont fortement chuté. Selon une analyse publiée par The Wall Street Journal, les frappes ukrainiennes consomment effectivement les revenus que la Russie tire des prix élevés du pétrole. Un analyste l'a formulé ainsi, c'est comme gagner à la loterie pendant que quelqu'un fait systématiquement exploser votre voiture sur le chemin du retour. Les routes d'exportation alternatives vers lesquelles la Russie se rabat, y compris Tuapse, Primorsk, Ust-Luga et Novorossiysk, sont toutes maintenant à portée des capacités de frappe élargies de l'Ukraine. La Russie peut déplacer ses actifs d'un endroit à un autre, mais l'Ukraine suit simplement. Ce jeu du chat et de la souris de reine, les réserves de défense aérienne de la Russie précisément au moment où elle peut le moins se permettre de les perdre. Le tableau d'ensemble de cette guerre est en train de changer d'une manière qui aurait semblé improbable il y a même 12 mois. Les offensives russes sur la ligne de front ont ralenti à leur rythme le plus bas des dernières années. Dans certains secteurs, elles se sont complètement arrêtées. Dans d'autres, l'Ukraine repousse activement et reprend du terrain. Février 2026 a marqué un tournant important lorsque les forces ukrainiennes ont repris plus de territoire qu'elles n'en ont perdu pour la première fois depuis 2023. Les chiffres des pertes russes demeurent stupéfiants, avec des dizaines de milliers de soldats tués ou gravement blessés chaque mois. Les chiffres de recrutement baissent pendant que les taux de désertion montent. Et sur le front diplomatique, la défaite de Viktor Orban lors de l'élection hongroise du 12 avril a retiré à Poutine l'un de ses derniers alliés fiables au sein de l'OTAN et de l'Union européenne. Avec le départ d'Orban, le dernier obstacle bloquant l'accès de l'Ukraine à une facilité de crédit européenne de 90 milliards d'euros a été éliminé. Les ressources circulent maintenant vers l'Ukraine et les murs géopolitiques se resserrent autour de Moscou. Un détail symbolique capture le désespoir de la position du Kremlin plus clairement que presque tout le reste. Il n'y avait pas de chars au défilé du jour de la victoire du 9 mai. Le défilé militaire annuel de la Russie sur la place rouge est l'une des démonstrations de puissance militaire les plus soigneusement chorégraphiées sur Terre. Des convois blindés, des missiles balistiques, intercontinentaux, des rangées d'infanterie et d'équipements roulant devant le Kremlin. Cette année, les véhicules blindés ont été annulés. La démonstration annuelle de force la plus importante pour Poutine est devenue, sans aucun commentaire supplémentaire nécessaire, l'aveu le plus visible de tension militaire que le Kremlin ait affiché publiquement depuis le début de l'invasion. Cette faiblesse se remarque aussi au-delà des frontières de la Russie. La Chine, l'Iran et la Corée du Nord, les trois pays les plus investis dans le maintien de l'effort de guerre de Moscou, regardent tous l'incapacité de la Russie à protéger ses propres infrastructures pétrolières et son incapacité même à montrer des chars le jour de la victoire sont le genre de signaux qui poussent les partenaires stratégiques à recalculer leur pari. La Chine a fourni à la Russie un répit critique grâce à des achats massifs d'énergie, mais Pékin calcule les risques d'être étroitement aligné avec une puissance militaire visiblement affaiblie, avec plus de prudence chaque semaine. La fragilité de la Russie fait de la Chine le partenaire dominant dans la relation. Et Moscou comprend cette dynamique, mais n'a peut être plus les leviers pour la changer.
Quand on assemble tout le portrait, tout abcès et hors service, la Crimée est en crise de carburant, chaque route d'approvisionnement est sous attaque systématique, la défense aérienne s'érode mois après mois et la ligne de front est paralysée. Les navires de débarquement sont détruits, le dernier traversier ferroviaire a disparu, les pétroliers de la flotte fantôme ont été frappés, et il n'y a même pas assez de chars opérationnels pour traverser la place rouge le jour de la victoire. Tout cela mène à une seule conclusion qui aurait semblé impensable il y a seulement 2 ans. Le porte-avions que Poutine appelait insubmersible est démantelé ligne de carburant par ligne de carburant, route d'approvisionnement par route d'approvisionnement et actif stratégique par actif stratégique. La péninsule, qu'il a saisie en 4 semaines en 2014 et déclarée russe pour toujours, est encerclée et isolée, avec une précision et une patience qui produisent maintenant des résultats mesurables et indéniables. Le général Hodge a été clair, la Crimée est le terrain décisif de cette guerre, et il a été tout aussi clair au sujet du pont de Kertch. Ce pont finira par être détruit. Les conditions qu'il a décrites sont en train de se matérialiser. L'Ukraine isole la Crimée de toutes les directions en même temps. La stratégie qui a commencé par des frappes de drones et des opérations navales il y a des années est maintenant entrée dans une phase où la pression cumulative produit une crise militaire et logistique que 60 000 soldats russes vivent en ce moment même, en temps réel, avec de l'équipement immobilisé et du carburant dont personne ne peut promettre l'arrivée. Poutine croyait en 2014 avoir sécurisé ce territoire pour des générations. Il apprend maintenant, dans les termes les plus durs et les plus concrets possibles, à quel point cette hypothèse était fausse. La Crimée n'est pas sécurisée, elle n'est pas permanente. Et d'après tout ce qui se déroule actuellement dans le théâtre de la mer Noire, son retour pourrait ne plus être une question de savoir si, mais de savoir quand. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.